Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non. Tu viens de me voir, c'est une merde, Noé. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça y est, Cannes 2026 est officiellement terminé, la cérémonie vient tout juste de se conclure, nous la débriefons immédiatement avec vous en temps réel et on va partir, on va commencer par le début et par le premier prix qui a été remis, on vous épargne la caméra d'or et le prix du court-métrage que nous n'avons pas vu, donc nous n'allons pas en parler. Exactement. Mais nous allons commencer par le prix d'interprétation masculine qui a été remis à deux acteurs, Emmanuel Macia et Valentin Campagne, les deux rôles principaux du film de Lucas Dont, Coward. Que pensez-vous de ce prix ? Est-il mérité ? Nous ne l'avions qu'assez peu vu venir. Oui, j'ai même pas vu le film du tout. Donc voilà. Oui, mais parce qu'on n'a pas été séduit par le film, mais je crois pas néanmoins qu'aucun d'entre nous ici ait trouvé à redire aux performances à proprement parler des comédiens, non ? Non. Après, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y avait des prix d'interprétation masculine, enfin, en tout cas, des prestations d'interprètes masculins que je trouvais plus fortes, plus singulière, exemplairement Gilles Lelouch dans Moulin, Javier Bardem dans L'être aimé. Donc je suis un poil déçu personnellement qu'il soit allé vers ce choix qui me semble un choix un peu évident, un tandem d'acteurs, qui plus est d'acteurs dans des rôles queer, dans un film, des jeunes, dans un film réalisé par un cinéaste qui est un habitué de la Croisette, qui a eu déjà des prix en compétition officielle. Néanmoins, moi j'ai vu qu'une heure du film, donc je peux pas juger de leur interprétation dans la durée, mais s'il fallait vraiment filer un prix à Coward, c'était celui-là. Voilà, je trouve que c'est plutôt le bon spot. C'est assez naturel. Ça me rappelle un peu malgré tout la petite dernière d'avoir genre de récompenser quelqu'un de jeune dans un film queer, des émergents, genre. Totalement. Ce qui sera pas le cas pour le féminin, mais c'est bien malgré tout qu'on garde une tradition de mettre aussi à l'honneur des jeunes talents, qui est généralement assez peu représentatif de Cannes, puisqu'on a plutôt tendance à récompenser des gens qui sont bien installés. Donc c'est cool au moins que sur les prix d'interprétation, ils gardent cette tradition. Et puis ça s'est ressenti quand ils ont reçu le prix, parce que ils étaient en vrai très émouvants, les deux. Sur scène, on sentait vraiment qu'ils s'y attendaient pas vraiment. Enfin, il y a une forme de candeur aussi qui vient avec la jeunesse qui est assez agréable. Effectivement, quand t'as un vieil acteur de 60 ans un peu ronchon, c'est un peu relou. Là, il y avait un côté où j'étais presque plus content une fois que je les avais vus sur scène que quand ils ont annoncé le nom. J'étais là genre ah ouais, ok. Donc non, au final, c'est pas mal. C'est pas mal comme prix. Oui, je suis globalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je me demande vraiment ce qu'on cherche. Effectivement, si on part du principe que l'intention est de récompenser, de lancer une carrière, de mettre le projecteur sur des jeunes talents, c'est une très bonne chose et on peut s'en satisfaire. Si on devait réduire le prix à ce qu'il est censé être, c'est-à-dire récompenser la meilleure performance, je regrette un peu que Javier Bardem ne l'ait pas eu parce qu'encore une fois, je vous assure que moi, je n'avais pas été époustouflé par une prestation de comédien comme celle de Bardem dans le film de Sorogoyen depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'étais vraiment complètement subjugué par son interprétation. Donc voilà. C'est vrai que bien Swan Arlo aurait pu l'avoir aussi, par exemple, parce qu'il tient complètement le film. On va passer au prix d'interprétation féminine qui, celui-là, nous a tous collectivement réjouis. C'est notre petite chérie Virginie Efira et sa partenaire de film Tao Okamoto de Soudain de Ryusuke Hamaguchi qui ont été toutes les deux primées. Encore une fois, un duo et là aussi une très jolie réaction de Virginie Efira qui était qui était très émue et qui était assez qui a touché sa tempe, tu sais, en mode ça va pas la tête. Mais ils sont fous. Non, c'est très beau. Je pense qu'on a ici et là, on a un peu toute une petite frustration de se dire que Soudain en fait aurait pu mériter à peu près tous les prix du palmarès, c'est-à-dire qu'on aurait aimé le voir aussi à la mise en scène et à l'écriture et en palme, voire, mais en vérité de récompenser la prestation que font ces deux actrices, quand on sait que Virginie Efira a dû apprendre le japonais, quand on voit tout ce que ça a dû représenter pour Okamoto, etc., quand on voit la partition qu'elles ont, les dialogues vraiment pas évidents, philosophico, cours d'économico, fantasme des pieds, corps. Franchement, je trouve que c'est un prix logique et mérité, mais vraiment logique et mérité. Et là, pour le coup, contrairement au prix d'interprétation masculine où on peut un peu réfléchir comme ça, je vois pas grand monde qui aurait pu leur voler la place. Pour moi, c'était un peu crié d'avance. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a eu de très belles performances de femmes pendant ce festival de Cannes. On a dit il est assez doux dans 2 films, mais c'est vrai que
j'ai l'impression qu'il y a eu de très belles. On a parlé de Léa Drucker aussi, qui, peu importe ce qu'on pense du film, a fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de beaux portraits de femmes. Cependant, je trouve que Soudain, c'est peut-être la quintessence de la performance d'actrices au pluriel, parce qu'elles sont là de chaque plan, parfois l'une, parfois l'autre. En tout cas, Virginie Efira de chaque plan. Mais surtout, c'est une palette de jeux extrêmement sophistiquée, beaucoup dialoguée, très écrite, en 2 langues. Ouais. Donc ça demande à la fois tout ce qu'on demande à une grande actrice ou à 2 grandes actrices, à savoir s'approprier un texte, le jouer toujours de manière juste. Et c'est aussi, il y a beaucoup de scènes à 2, mais il y a aussi beaucoup de scènes collectives avec des acteurs qui sont pas connus. Vraiment, pour moi, c'est un film qui a su convoquer toute la palette de ces 2 actrices, et donc c'est évidemment un prix qu'on trouve mérité, et en effet, même si j'aurais voulu que la Palme aille à ce film-là, je suis ravie qu'il aille à son duo de comédiennes. Oui, et puis moi j'aime bien quand les palmarès dans leur globalité entretiennent une certaine cohérence, parce que des fois on a des palmarès qui sont très satisfaisants dans le détail, mais qui, quand on les prend au global, sont assez disparates et hétérogènes. Et là, c'est en vérité à moitié le cas. Néanmoins, on peut quand même noter qu'il y a eu une volonté de la part du jury de faire se correspondre les prix d'interprétation masculine et féminine, puisque dans les 2 cas, on a récompensé un duo de comédiens et de comédiennes qui incarne un couple. Alors, c'est un couple amical et un couple de sororité dans le film de Hamaguchi, et pas un couple romantique et homosexuel comme dans le film de Lucas Dont. Néanmoins, il y a l'idée de saisir 2 interprétations qui dialoguent face à face dans un film et de les récompenser chacune dans leur catégorie, et je trouve que c'est plutôt un beau geste. Oui, et puis moi, il y a quelque chose qui me plaît assez dans ce qu'on dit au public du film, parce que Soudain est un film que je crois on a tous au minimum adoré, mais c'est aussi un film qui est extrêmement sophistiqué, qui est très complexe, qui est long, enfin voilà, qui est pas anodin à voir et qui est pas forcément évident à emmener au public. Lui faire découvrir ou vanter ses qualités par le biais de ce qui est son socle émotionnel, sa chair, à savoir ses interprètes et le parcours, encore une fois, émotionnel qu'elles vont proposer aux spectateurs, je pense que c'est une bonne chose pour le film. T'as tout à fait raison. Et ça permet de rappeler que ça n'est pas seulement un espèce d'objet de cinéma total, c'est aussi quelque chose de très humain. Oui, je peux pas le juger puisque ça fait partie des films que j'aurais dû rattraper ce matin et que je n'ai malheureusement pas réussi à rattraper pour cause de panne de réveil et de fatigue proéminente. Je suis évidemment ravi pour Virginie, qui est une des meilleures actrices, si ce n'est la meilleure actrice française du moment. Je suis d'accord avec Sophie, c'est quand même intéressant de voir qu'on a de plus en plus de rôles féminins forts, complexes. Moi, je pensais aussi à Adèle Exarchopoulos dans Garance, qui a une partition absolument remarquable. Donc voilà, c'est toujours plus agréable de s'imaginer qu'il y a une variété de choix et de possibilités, tout à fait robustes, parce que ce soit Léa Seydoux, Léa Drucker, Adèle Exarchopoulos ou Virginie Efira, qui sont d'ailleurs toutes des actrices françaises, notons-le. Puis Renata Reinsve. En vrai, ce qui est super intéressant quand on voit ce genre de prix, des fois, quand il y avait des sélections Canoche, j'en ai pas particulièrement en tête, mais où c'est vrai, s'il y a que 3 films sur la compétition, il y a vraiment des rôles de femmes majeures où des actrices peuvent exploiter tout leur potentiel. Là, c'est vrai qu'on en avait beaucoup. Je trouve que ça rend le prix encore plus fort. Il y avait beaucoup de compétitions, et donc ça rend vraiment, elles ont d'autant plus mérité. On va passer au prix du scénario, qui est notoirement connu pour ne jamais récompenser un scénario, mais pour être donné de manière un peu à côté de la plaque à un film dont on ne sait pas comment le primer autrement. Et c'est Notre Salut d'Emmanuel Mar qui le remporte, et on peut dire que là ça a été un peu une forme d'incompréhension ou de déception, parce que tout le monde autour de cette table imaginait le film beaucoup plus haut dans le classement. Alexis? C'est une déception, effectivement, parce que je pense que... Alors, attention, entendons-nous bien, pour le coup, il y a un énorme travail d'écriture sur Notre Salut, et un travail d'écriture qu'il faut saluer d'autant plus que c'est un travail d'écriture qui tend vers une certaine introspection pour Emmanuel Mar, puisqu'il revient sur les correspondances épistolaires de son arrière-grand-père, qui était donc un collaborationniste de Vichy. Donc c'est des choses qui sont assez intenses et assez intimes. Donc je suis content dans l'absolu que le travail de scénariste extrêmement fin de Emmanuel Mar soit récompensé, mais compte tenu du fait que le film me semble être une réussite en tout point, en termes de thématique, en termes de traitement, de tonalité, d'écriture, de jeu, pour moi c'est un film qui méritait un prix
global qui récompense symboliquement la totalité du processus de création. Et d'ailleurs, Emmanuel Mar, dans son discours, a rappelé que c'était un film qui s'était beaucoup nourri du collectif. Donc voilà, récompenser uniquement le scénario, c'est-à-dire uniquement Emmanuel Mar lui-même par la force des choses, et je trouve que c'est un peu limité. Alors, je suis d'accord, et en même temps, quand on a parlé du film, on l'a dit, c'est un film qui est très franco-français, qui parle de références concrètes, qui va citer Macron, qui va parler de Hollande, qui va même avoir des tonalités sarkoziennes par moment. On s'était dit, oula, on avait peur qu'un jury international, avec un président sud-coréen, avec une actrice américaine, passe à côté de tout ça. Il aurait pu ne rien avoir du tout. Pour moi, c'est pas un prix par défaut. Ça veut quand même dire qu'ils ont eu conscience de la qualité d'écriture, ou en tout cas de ce que ça représentait, et pour lui, d'écrire sur son arrière-grand-père Collabo, et de réussir à en tirer de l'humour, du drame. Je suis déçu, évidemment, moi c'était ma palme de cœur, je vous l'ai dit. Néanmoins, c'est quand même assez génial qu'un jury comme celui-là puisse le récompenser à cet endroit-là. Comme ça. Oui, mais je pense qu'en fait, s'il a pu repartir avec le prix du scénario, c'est parce que comme c'est l'adaptation de lettres et que du coup, il y a tout un travail qui est sensible forcément à toutes les personnes du jury qui ont pu écrire un jour, c'est-à-dire de transposer des lettres en images, en mettant de la voix off, en faisant des sauts dans le temps. En vrai, il y a un gros travail scénaristique. Cependant, je trouve que c'est quand même un peu dommage parce que moi, je pense qu'ils sont passés complètement à côté de ce que tu as dit et qu'en fait, ils ont juste récompensé justement la pure technicité d'un scénario qui n'est pas complètement linéaire. C'est fort probable. Et en soi c'est chouette, mais pareil, vous savez que je suis un peu passée à côté du film, je le reverrai dans de meilleures conditions, mais pourtant je pense qu'il aspirait à beaucoup plus parce que le scénario simple de ce film-là ne peut être aussi puissant que parce qu'il est sublimé par une mise en scène qui le rend malgré tout film somme. Et donc, une interprétation incroyable. Mais c'est ça, donc oui, mais non. Simon. Oui, très brièvement, moi je suis plutôt d'accord avec Arthur, c'est-à-dire que je lui aimais plus haut, comme à peu près nous tous, je pense, autour de cette table. Néanmoins, ça me semblait compliqué. Tout simplement parce que, tu l'as dit, il y a beaucoup de références à l'actualité ou à l'histoire contemporaine française, mais ça traite aussi d'une période de l'histoire française, donc je suis pas convaincu que tous les membres du jury international connaissent tous le détail ou s'y intéressent particulièrement. Donc ça me semblait un film compliqué à primer, d'autant plus qu'on a beaucoup ici parlé de sa mise en scène, mais on a aussi dit, tout en l'appréciant, il y en a, je crois, plusieurs d'entre nous, qui ont dit combien la mise en scène pouvait être harassante, pas évidente d'entrée de jeu, et demander de bien comprendre et j'ai envie de dire être en accord avec le projet esthétique du film, qui est assez radical. Donc, moi, je trouve encore une fois le film absolument brillant, mais ça ne me semblait pas du tout joué d'office. Je suis déjà très content qu'il soit au palmarès, c'est ça que je veux dire. C'est ça, pour moi, il y a beaucoup d'obstacles à une plus haute récompense. Oui, bah moi je suis très content aussi qu'il ait été primé. Je suis assez d'accord avec Sophie pour dire qu'il y a quand même malgré tout une cohérence parce que il y a une précision, une finesse, une dentelle dans l'écriture littéralement du scénario, des dialogues, de la façon dont ce film et cette histoire font dialoguer le passé et le présent. Donc je pense que là il y a un vrai travail d'orfèvrerie qui mérite d'être récompensé. Je pense effectivement par ailleurs que le film a une ampleur qui méritait un peu plus que ça. Voilà, pour redire ce que vous avez un peu déjà dit. On passe au prix de la mise en scène qui a été là, y a du lourd. Attribué aux Javis, Javier Calvo et Javier Ambrosi pour La Bola Negra et ex aequo avec Fatherland de Pavel Pawlikowski. Bah, c'est une double frustration, on peut se le formuler comme ça. Frustration pour Pawlikowski parce que quand bien même il le mérite, il avait déjà eu en 2018 pour son précédent long Cold War, donc on aurait aimé le voir un peu plus haut, et même pour lui, j'imagine que tu viens 2 fois à Cannes d'affilée, on te donne 2 fois le même prix, ça veut dire que t'as pas beaucoup progressé. Enfin, en tout cas, c'est l'image que ça envoie, ça peut être frustrant. Moi, en tout cas, à sa place, je serais un peu frustré. Et deuxième frustration pour La Bola Negra, qu'on espérait toujours plus haut. Mais en même temps, si le film peut passer à côté, si on doit trouver un... Je pense que c'est ça qui s'est passé au sein du jury. De ce qui se dit, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de palme évidente. Le jury ne savait pas où aller, il y avait beaucoup de distension, tout le monde n'était pas d'accord. Donc, on récompense un film que tout le monde a globalement aimé, on le met à la mise en scène, c'est très bien, et on va aller vers une palme un peu plus consensuelle. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que La Bola Negra méritait mieux. Néanmoins, c'est déjà super.
en vrai, c'est déjà super. Alors, c'est un deuxième long métrage, et pour avoir rattrapé le film ce matin, je trouve que sa grande force, ces grands moments de bravoure, c'est vraiment des moments de mise en scène. Je trouve que limite, si on doit avoir des petits détails, des petites scories à lui reprocher, c'est peut-être du scénario. Donc moi, je trouve qu'il a sa place à la mise en scène. Je pense que ça laisse aussi, toi tu parlais de progression par rapport à Fatherland, moi je pense que c'est le bon endroit pour dire, pour un deuxième film, vous êtes franchement, vous êtes à la mise en scène, et je trouve que c'est une mise en scène particulièrement forte qui a pu séduire globalement tout le jury. Je me dis, ok, tu vois ça, notamment la scène d'ouverture, je pense que c'est une scène qui marque les mirettes, et où on se dit, ah ouais, quand même, la mise en scène est impressionnante. Quand on débat, la mise en scène de ce film est impressionnante. Pour Fatherland, je pense que c'est presque c'est en effet un peu décevant, parce que c'est une mise en scène beaucoup plus sèche qui, je trouve, pâtit un peu de la comparaison avec La Bola Negra. C'est-à-dire que si on voit les deux, il y a un film qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus acerbe, et peut-être avec une mise en scène un peu plus consensuelle d'une certaine manière du cinéma d'auteur froid, là où La Bola Negra est une véritable explosion. J'ai l'impression qu'il y en a un qui méritait plus que l'autre, mais voilà. J'aimerais juste quand même préciser ça pour les gens qui nous écoutent, parce que donc les délibérations du jury de la sélection officielle, de la compétition officielle du Festival de Cannes ont lieu le matin même de la cérémonie de clôture. Elle ne dure que quelques heures à peine, et on le sait parce qu'il y a toujours des petits bruits qui circulent sur la croisette. Cette année, c'était compliqué pour le jury parce que ils avaient du mal à se mettre d'accord. Et en vrai, je trouve que le palmarès laisse vraiment apparaître ça, parce qu'on a 2 acteurs qui reçoivent le prix d'interprétation masculine, 2 actrices qui reçoivent le prix d'interprétation féminine, même si c'est des récompenses qui font sens. Il n'empêche que d'autres jurys de compositions différentes auraient peut-être tranché entre l'un ou l'autre de ces acteurs et actrices. Et puis on se retrouve avec ex aequo au prix de la mise en scène 2 films qui sont effectivement drastiquement différents. D'un côté, un film très radical, très sec, à l'os, qui est le film de Pawlikowski, et de l'autre, un film de formaliste complètement déjanté, baroque, bourré de morceaux de bravoure. Donc on voit bien qu'il y a là 2 façons d'envisager la mise en scène de cinéma, et le fait qu'on les récompense toutes les deux laisse peut-être penser que le jury s'est écharpé et au bout du compte n'a pas pu trancher. Et c'est toujours intéressant de se poser ce genre de questions. À titre personnel, même si j'aurais aimé voir La Bola Negra beaucoup plus haut dans le palmarès, je suis assez satisfait parce que il faut pas dénigrer le prix de la mise en scène, ça met vraiment un coup de projecteur sur un nom. Quand Pawlikowski chope le prix de la mise en scène pour Cold War, ça donne à Cold War tout de suite une certaine réputation, ça permet au cinéaste d'être identifié. Le voilà qui redouble l'exploit, la prochaine fois qu'il passera par Cannes, parce que clairement il repassera si l'occasion le permet, il sera d'office un des noms les plus attendus de la compétition officielle, donc c'est vraiment pas rien le prix de la mise en scène. Oui, je suis absolument d'accord avec toi, Alexis. Moi, j'ajouterais que, en général, c'est un des prix avec lequel je suis le plus souvent en accord pour ma part. Donc, c'est déjà miraculeux de réussir à faire un film. C'est doublement miraculeux de réussir à faire un film et d'être sélectionné en compétition à Cannes. Ça l'est encore plus d'obtenir un prix. Donc, en vrai, oui, moi aussi, tous les films que j'adore, j'aimerais qu'ils aient la Palme d'Or. Mais déjà, ça me fait plaisir que 2 types de mise en scène aussi différents soient reconnus à égalité. Je trouve ça intéressant. Tu vois qu'on ne pose pas ce prix comme une espèce de manifeste, genre, pour moi, le cinéma, c'est ça. Non, le cinéma, c'est un continuum qui va de là à là. Déjà, je trouve ça bien. Je le dis souvent, ce qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est quand même la mise en scène. 2 films qui m'ont passionné du côté de la mise en scène et qui sont primés, ça me réjouit beaucoup. Et oui, encore une fois, ça pose les ravisses, ça pose les cinéastes derrière La Bola Negra, déjà très haut dans le ciel. Oui, moi je suis tout à fait à la fois triste pour La Bola Negra, parce que vous savez que c'était vraiment mon gros coup de cœur et que je lui aurais vraiment volontiers donné la Palme d'Or. Je reconnais que la mise en scène de Pawlikowski est absolument magnifique. Je veux dire, sa photo, ses cadres travaillés vraiment littéralement comme des tableaux. La lumière, son noir et blanc est somptueux. Enfin, je veux dire, pour le coup, je comprends qu'on récompense la mise en scène des Ravis, même si je regrette qu'on ne prenne pas l'ampleur du scénario aussi, et de cette fresque et de la façon dont il la déploie sur les 2h30 de film. Mais il est indiscutable que l'un des points très forts de La Bola Negra, c'est sa mise en scène avec des images. On peut penser de l'ascension de la statue de Saint-Sébastien en ruine, la scène de départ, la scène de danse en plan séquence de flamenco. Enfin, il y a plein d'images comme ça, les scènes dans la neige à la fin. Arthur. Non, mais juste pour conclure sur ce point-là, notons que vous dites habituellement et depuis très longtemps, au prix du scénario, c'est souvent celui qui a pas de scénario, et le prix de la mise en scène, celui qui a souvent pas de mise en scène. Cette année, c'est pas le cas.
Bah oui. Ah oui, non, On est là, d'accord pour pour dire le que cette coup, année, c'est vraiment pas voilà. le cas. Et l'an Pas de dernier, mauvaise c'est- surprise. et l'an dernier, c'était Résurrection, hein, donc il y avait. Non. Non, Résurrection avait eu un spécial. prix Non, spécial. Résurrection, justement, c'est tout le scandale, c'est que Résurrection Ah, était c'est pour ça que je me le rappelle de la candidat mise en scène, c'est parfait parce qu'il l'avait pas eu. pour le prix C'est de la mise en l'agence scène. secret l'année dernière, le prix de la mise en scène. Ouais, pareil, c'était la non, mise en c'était scène un, aussi. c'est un bon choix. C'était un bon choix. Mais voilà, en tout cas, pour le coup, le Ça fait sens. voilà, ça fait totalement sens. Eh bien, on Contrairement commence à- à arriver dans le trio de tête avec le premier ou la troisième place, en l'occurrence le prix du jury. Fashion faux pas. Ah ouais. L'aventure rêvée de Valeska Projex. Grisbach. Ah là, on parlait pas de la robe. Hein. Ah bah Parce non, que la on robe, parle du c'était- film que tu n'as pas vu. Mais alors, mais je peux vous parler de cette robe de la comédienne principale. J'ai une éponge. oui. J'ai une éponge un peu scintillante moche, bleue c'est moche. en forme de chat qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. À la robe, pas à la comédienne, je ne me permettrai pas. Je comprends pas, moi, le prix. Ouais, bah moi non plus. Hein. Parce que pareil, c'est- ce que dit Alexis est intéressant et c'est vrai. Il y a souvent ce truc de se dire bon, on sait pas qui est récompensé, gna gna gna. Mais même là, je ne le comprends pas. Vraiment, c'est pour moi, c'est ce film est une incompréhension. Sa présence en compétition l'est. Et alors, peut-être également, est-il possible, mais quand je vois les critiques, visiblement pas, mais peut-être que je suis totalement passé à côté. Quand je regarde les critiques et ce qui se dit de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on est souvent raccord à se dire que c'est pas si ouf. Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Pour moi, c'est la grande déception. Et typiquement, quand on voit qu'ils mettent un ex-aequo sur la mise en scène, enfin, typiquement, la Bola Negra le méritait 1000 fois plus. Mais 1000 fois plus. Pour moi, c'est l'incompréhension totale. C'est vraiment le film cliché de ce que les gens imaginent du de Festival de Cannes. Cannes. Voilà, c'est ça. Et c'est agaçant parce que ça l'alimente encore une fois. Moi, je suis vraiment pas satisfait. Enfin, je dis ça comme si c'était mon palmarès. Non, bien sûr. Non, mais, mais- on en a parlé si vous nous avez écouté dans l'épisode précédent. Oui, moi, je comprends pas du tout les motivations. Il faudrait que je lise un peu des critiques qui trouvent ce film intéressant, parce que je pense effectivement que c'est une caricature d'un film âpre, difficile d'accès, pas mis en scène, avec une photo dégueulasse, avec un scénario interminable, une durée de vie qui ferait passer genre le défilé du 14 juillet commenté par Léon Zitrone pour une chanson de Dorothée. Un casting non professionnel, des clichés sur... bref. Bon, incompréhensible. Néanmoins, il reste les deux derniers Prix. prix. Et là, il y avait du suspense. Hein, Et là, il y parce avait que- un peu de suspense. On a eu un peu peur jusqu'au bout. Bah, en fait, c'est qu'on savait quels seraient les deux derniers films, on les avait. On les savait pas avait. dans quel sens. Et c'est comme ça chaque année et c'est le plus passionnant. Enfin, quand il y a vraiment de grosses attentes. L'année dernière, sachez que pour moi, le fait que Valeurs Sentimentales soit dans l'un des deux, c'était vraiment un gros suspense. Bon, finalement, il est reparti avec le Grand Prix et j'étais contente, mais voilà. Mais l'année entre Anatomie d'une chute et La Zone d'intérêt, pareil, ça avait été un moment de suspense. Pour moi, c'était la Coupe du Monde. Hein. Et parce donc- qu'on sait que les deux équipes sont dans la salle, on sait que ça va être les deux derniers Ouais. films récompensés, donc on le Puis sait quoi. on sait que ceux qui ne gagnent pas sont exécutés. Oui, en plus. À la sortie du Grand Théâtre Lumière, pam Par Thierry Frémaux. Palm. C'est ça. Par Thierry Frémaux en personne. C'est ça. Oui, non, Et par après, il les mange. l'acteur qui joue Klaus Barbie, qui pour le coup, Lars Edinger. voilà, est revenu en costume. Oh, Dévoilons-le. Quel est ce grand Allez, prix le Grand Prix, c'est Minotaur d'Andrei Zvagintsev, qui a déjà été multiprimé Ouais. Primé. Lui, 3 fois, Ouais, ouais. et qui repart avec le Grand Prix cette fois-ci. C'est Try bien, again. Non mais c'est bien parce qu'il y va crescendo. En 2007, il y a un prix d'interprétation masculine. Ensuite, il y a un prix du scénario en 2014 pour Léviathan, puis un prix du jury pour Faute d'amour et maintenant un Grand Prix. Ouais, normalement, le prochain c'est la Palme. C'est un peu la norme là, tu vois, t'es passé de la 4e à la 3e position, maintenant comme la son- 2e. Bon bah voilà. Non, moi je trouve que c'est. Je vous avais exprimé quelques petites frustrations quand bien même je suis celui qui aime le plus le film autour de la table. C'est mérité, c'est logique, c'est un film que je trouve sont plus accessibles, sont plus chargés politiquement. Ça m'étonne pas que le jury ait été sensible en fait. Ça m'étonne Ouais. pas que le jury ait été sensible. Moi, pour le coup, je trouve que c'est un prix. Pour moi, c'est une vraie déception. C'est un prix qui est excessif, compte tenu du fait que c'est un film maîtrisé. Ça ne fait strictement aucun doute. On voit bien que on assiste à l'exercice d'un auteur en pleine possession de ses moyens, mais pour encore une fois enfoncer des portes ouvertes. Qu'est-ce que ce film nous dit de finalement si important que ça sur la Russie? Qu'est-ce qu'il nous dit de si important que ça sur la guerre, sur la famille? Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui arrive très très bien, pour le coup, puisque visiblement peu de gens l'ont vu, mais arrive très très bien à dissimuler sa profonde superficialité. Et donc de le voir récupérer le 2e prix du palmarès, donc techniquement au-dessus de la Bola Negra, au-dessus d'autres films qui ne figurent même pas. Au-dessus d'Aventure rêvée. Dans le palmarès, moi ça me pose un vrai souci, parce que justement, parce que Zvagintsev est déjà venu,
parce qu'il a déjà eu des prix et parce qu'il a à chaque fois réussi à récupérer un prix plus important que le précédent, bon bah là, si on doit le primer, on peut pas primer en dessous du Grand Prix, donc on lui file ce prix-là que je trouve pas juste par rapport à ce qu'est le film, à mes yeux. Oui, alors moi pour ma part, je suis très heureux que ce cinéaste soit récompensé parce que c'est un cinéaste qui m'a passionné, impressionné ces dernières années, donc je suis très content de le retrouver au palmarès, mais néanmoins j'ai effectivement, pour aller dans le sens d'Alexis, un peu l'impression que il y en a au moins un par an, et des fois c'est la Palme d'Or, donc on s'en tire pas trop mal, c'est un peu le prix oui, reporter dénonce les grandes méchancetés du monde, parce que bon, on est quand même devant ce qui reste... Vous êtes dur. Non, ouais, oui. Et on est quand même devant un sous-chabrol dont les personnages palabres dans des décors où il y a des tags nique la guerre. Bon, bah voilà, on a compris que la guerre, c'est pas bien. Mais non, je suis volontairement très dur parce que je trouve qu'il y a encore des qualités immenses dans ce film, même si, comme Alexis, je le trouve un peu simpliste. En tout cas, oui, il a aussi pour vocation ce prix de confirmer la stature internationale de son récipiendaire. Oui, et puis son discours très politique à l'adresse de Vladimir Poutine était quand même un des moments intéressants et importants. Par ailleurs, de la cérémonie. Je trouve que pour le coup, s'il avait eu la Palme d'Or, j'aurais été sacrément déçue parce que l'année dernière, on avait eu une palme politique, mais ça faisait 2 années qu'on avait des palmes qui faisaient un pas vers le public. Enfin, même on a eu Parasite, on a eu plein de propositions qui étaient des mains tendues pour créer un pont, un lien entre le cinéma d'auteur, ce qu'on considère être le meilleur du cinéma mondial, mais pour quand même malgré tout être jugé par une petite élite sur une croisette, avec le public, pour dire le cinéma, ça reste quelque chose qui se partage, et regardez, ce cinéma, il est aussi fait pour vous. Et pour moi, Minotaur, c'est la quintessence de ce que un cousin beaucoup plus âgé va dire: ah bah super, les films cannois, c'est des films russes de près de 3 heures qui parlent de la guerre en reprenant Chabrol. Bah oui, bah c'est exactement ça en fait. T'as pas vu l'Aventure rêvée, meuf? Je te jure, l'Aventure rêvée, c'est 10 fois plus ça que ce qui est vraiment Minotaur. Mais je suis sûre que c'est ça, et c'est quand même fou qu'il y ait 2 films comme ça qui soient primés. J'ai pas une haine viscérale contre le film, mais par contre, si on le réfléchit aussi en termes de communication envers le public, c'est quand même un film qui veut pas du public. C'est un film qui a complètement aucune joie, aucune envie de créer un lien autre que son dispositif, et moi ça me fatigue un peu en fait. Moi je suis d'accord, c'est pas un film accessible du tout. Si t'es pas cinéphile, Minotaur, tu te tombes des yeux. Ça n'est pas accessible 2 secondes. Preuve en est, le grand public n'a jamais vu les films de Zagintsev, personne ne va voir ces films. Personne. C'est pas accessible. C'est pas accessible. Ouais, tu peux pas réduire ça à ça, Alexis, c'est pas... Ah mais si, bah bien sûr que si, parce que les films accessibles, les gens vont les voir. C'est pas accessible. Là, vraiment, je trouve ça très simpliste comme vision. Mais non, parce que c'est des films qui ont été très correctement marketés, les films de Zagintsev. Bien sûr que si, c'est des films qui ont des affichages à Paris, c'est des films qui ont des colonnes Maurice, c'est des films qui ont des bandes annonces, c'est des films qui ont des prix en festival, c'est des films qui sont diffusés à la télé, mais c'est des films que les gens voient pas parce que c'est des films d'auteurs exigeants. Si t'es pas cinéphile, tu vois pas ces films-là. C'est la réalité. Et c'est pas grave, je dénigre pas le film en disant ça, mais faut pas dire qu'il est accessible, c'est pas vrai. Moi je montre ça à mes parents, au bout de 20 minutes, ils lâchent. C'est fini, parce qu'ils sont pas aussi cinéphiles que moi. Et moi, j'ai eu du mal à tenir 2h20 devant le film, parce que je le trouve cryptique. Donc il faut faire attention à ces trucs-là. Vraiment. Eh bien, on va passer à la Palme d'Or. Yay! Qui est pour le coup plutôt une bonne surprise. Tout à fait. Ah bah oui. Plus qu'une bonne surprise, un plaisir. Presque pas une surprise à vrai dire, Un tellement plaisir, en sortant de la surtout. salle, on se l'est dit, bon bah... Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, Bah, C'est voilà, Christian Pour Mungiu, une fois, on a une nez creux, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Hein, mais Celui-là, non, tu l'as vu, Alexis, bravo. Oui, yes. Et on applaudit Alexis. Bravo. Allez. en 3 ans de festival, j'ai vu une Palme d'Or. Yes. Allez. Ouais, non, bah oui, Fjord. Mais c'est intéressant parce que moi, alors j'aime beaucoup le film, mais je trouve ça assez courageux de l'avoir primé parce que c'est pas un film facile non plus. Non. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que si Zagintsev, c'est pas des films grand public, Mungiu, c'est pas non plus Anatomie d'une chute. Hein. C'est un film mal aimable, c'est un film difficile d'accès, c'est un film qui met le spectateur à rude épreuve. Moi, je trouve que c'est un très très bon film. Je suis vraiment satisfait parce que c'est un film qui fait appel à l'intelligence du spectateur justement et qui passe son temps à nous mettre et à nous faire passer d'une situation d'inconfort à une situation d'inconfort encore plus grande. C'est un film par ailleurs magnifique, remarquablement réalisé, mais ça reste un film exigeant. C'est exigeant, mais c'est pas si compliqué. J'ai vu plusieurs personnes faire des stories ou des posts globalement pour dire ah ça c'est pour les fans de Justine Triet, et en fait c'est pas si inintéressant de comparer Fjord et Anatomie d'une chute dans le sens où malgré un dispositif formel qui peut avoir l'air un peu froid, qui comme Anatomie d'une chute se passe en plusieurs langues,
a quand même une scène centrale de procès autour d'un truc auquel tout le monde peut s'identifier. Il y a des enfants qui doivent être rendus ou non à leur famille pour une question qui est quasiment intranchable par la justice. C'est-à-dire que narrativement, scénaristiquement, le film est pas du tout inaccessible. Je trouve que le Hamaguchi a l'air de mettre des kilomètres de complications entre le public et lui. Là, celui-là, s'il y a un bon synopsis un peu catchy, peut-être que les gens vont avoir un peu de mal avec au début une caméra très fixe, mais finalement, l'histoire est vraiment, vraiment très catchy, je trouve. Alors, oui mais non, si je puis me permettre, je rejoins vraiment Nico là-dessus. Oui, l'histoire elle est catchy en elle-même. Ce qu'il y raconte, les détails, les non-dits, où est-ce qu'on se situe, qui est-ce qu'on doit défendre, dans quel camp on est, c'est un film qui est difficile à regarder, qui est difficile à apprécier pour ça. Je suis d'accord avec toi, en tant que tel, à regarder, il te tombe pas des yeux comme pourrait tomber des yeux Minotaur aux parents d'Alexis, typiquement, de ce que tu viens de dire. Là, c'est pas le cas. Cela étant dit, on a vu des grandes rédactions françaises passer totalement à côté du message du film. C'est dire à quel point c'est pas évident à capter. Donc, en ce sens, je trouve que c'est un geste de jury assez courageux. Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, Nico, c'est montrer qu'on fait confiance à l'intelligence du public. Bah ça, pour le coup, moi, je trouve ça super. Et puis, il y avait certainement, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse personnelle, mais il y avait peut-être la tentation d'être le jury qui allait faire rentrer Mungiu dans le club très select des cinéastes doublement palmés, parce qu'il y en a très peu dans l'histoire du Festival de Cannes, et ils sont pas tous bons, parce que Billy Auguste, il a eu 2 palmes, par exemple. Mais lui, c'était pour nager. C'était pour nager et traverser la Méditerranée pour aller très loin. Et Rubignol Sloan aussi. Oui, et Rubignol Sloan, effectivement, 2 fois de suite, lui, ce qui je crois est une première dans l'histoire de Cannes. Mais, et donc voilà, vu que le film est très bon par ailleurs, je pense que le choix n'a pas été très difficile, mais j'avais le pressentiment que ça pouvait peser dans la balance, d'autant plus qu'encore une fois, de ce qu'on avait cru comprendre, le jury avait du mal à se mettre d'accord sur une palme. Donc moi je suis très content. Et attention, encore une fois, comme pour Minotaur, Fjord, ça reste un film de 2h30 qui, effectivement, je suis d'accord avec Arthur, fait quand même un peu grincer des dents. Ça bouscule tes attentes, ça bouscule ta vision du monde, ça bouscule ton empathie. Néanmoins, il y a un truc qui est très accrocheur dans le film, je pense pour tout le monde, c'est qu'il y a du mystère. Et le mystère, il s'épaissit au fur et à mesure que le film avance, et du coup, t'es accroché à ça, tu veux savoir le fin mot de l'histoire, quoi. Et donc, ça te maintient en haleine, et c'est une des grandes forces du film. Mais attention, être catchy, on peut être très catchy et très compliqué, et je pense que il n'est pas hermétique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ressors chamboulé, agacé, avec plein de réflexions. Enfin, il y a au contraire, les gens adorent avoir des théories, et les gens, ils se créent des nœuds au cerveau sur des films qui sont pas compliqués, genre Inception. Et voilà, mais attends, mais j'allais dire un truc. Oui, voilà, mais attends, ça dépend de, en fait, comment on apporte les films au public. Parce que typiquement, Christopher Nolan est un réalisateur qui fait des films complexes et cérébraux, mais que les gens vivent comme des films de grand divertissement. Oui. Mais tu vois, typiquement, je veux dire, Memento, ça aurait pu être vendu comme un truc totalement abscon. Ça aurait pu être vendu comme une épreuve de cinéma, entre guillemets. Donc ça dépendra aussi de comment on veut vendre Fjord. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de courses-poursuites ou de baston, donc il faudra peut-être un peu mensonger dans la bande-annonce. Mais il y a Sébastien Stan, qui je pense va beaucoup travailler pendant la promotion. C'est clair. Après, je tiens à dire quand même, parce que pour le coup, je pense que c'est Simon qui connaît le mieux Mungiu, mais c'est peut-être aussi quelque part un de ses plus accessibles. Je le trouve plus facile d'accès que RMN, par exemple. Voilà, alors sa thématique est de loin la plus accessible. Je pense que le décor dans lequel il se situe, à savoir une petite ville norvégienne, en fait, peut fonctionner. En tout cas, je parle du public français, quoi. C'est-à-dire que on reconnaît, je veux dire, les maisons, l'architecture, les bagnoles, les trucs. On est moins, on est dans un endroit qui nous déplace moins que dans RMN, que dans Par-delà les collines, La Colline, que dans ce film qui a un titre qui ressemble à ce que je viens de dire, que dans 6 mois, 4 jours, 20 secondes. 4 mois, 3 semaines et 2 jours. C'est vraiment pas difficile. Quel est le délai légal pour avorter en Roumanie, si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc c'est pas 6 mois. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ça, ces autres films où Baccalauréat te proposait des situations très roumaines, si j'ose dire, a priori, sur le papier, dans des lieux et des décors qui effectivement n'étaient pas a priori d'une cinégénie très populaire. Là, t'as néanmoins quelque chose que tout le monde peut comprendre, une situation dans laquelle tu peux te projeter, et en plus de ça, il y a un truc qui, moi je pense, peut pas mal marcher, c'est que c'est un film qui parle d'un truc qui traverse absolument nos sociétés, en tout cas en Europe, et aux États-Unis aussi, c'est la question de la panique morale. Mais qui le fait d'une manière qui est très déstabilisante, mais du coup très intéressante, et qui rend aussi le film assez drôle, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, il y a plein de moments très drôles dans le film. C'est que là, c'est une panique morale, mais qui, en tout cas à nos yeux de français, est inversée, vu qu'elle touche les gens qui, en France, sont des auteurs de panique morale. Et ça, c'est à la fois inconfortable, un peu étonnant, bizarroïde, et c'est ce que tu disais, Alexis, c'est le moteur plein de mystères, mais aussi, moi je le dis, encore une fois, beaucoup de rire. Moi, j'ai eu des fous rires nerveux pendant le film.
Oui, non, moi je suis ravi encore une fois de se dire qu'une Palme d'Or privilégie la complexité. Enfin, je veux dire, je trouve ça toujours intéressant dans un monde facilement manichéen. Encore une fois, les gens, et on a pu en voir certains dire que c'était un film de facho. Bon, c'est vraiment ne rien comprendre et réduire le message du film à une sorte de dichotomie que le film ne passe son temps justement à éviter. Et donc c'est ça qui est assez passionnant. Voilà peut-être un moment que vous avez retenu de cette cérémonie, quelque chose de fort. Moi j'avais quand même envie de reparler très rapidement du discours d'Emmanuel Mar, qui a dit ces mots que je trouve pour moi être peut-être les plus forts de cette cérémonie. Ces gens qui jouent au petit chef, au patron et au père de famille, et qui, quand ils sont à la tête d'un État ou d'une entreprise, excluent, bombardent et génocident. Il fallait le dire, et les termes sont dits. Voilà. Le monsieur est basé, mais quand tu vois le film, c'est pas très étonnant. Ouais. Non, ça se voit que c'est un film courageux et que c'est quelqu'un de courageux, Marc. Voilà, oui, puis ils se sont bien trouvés avec Swan Arlo, hein, puisqu'il faut quand même rappeler que pendant tout le marasme dont on vous reparlera dans 15 jours, qu'il y a eu autour de la question de Canal+, et de signer la tribune, et de dire ce qu'on pense à voix haute ou de ne pas le faire, Swan Arlo, lui, il a dit clairement, oui, qu'il avait un problème avec Bolloré, et il a tenu tête sur cette question-là, donc je pense que c'était important, effectivement, cette prise de parole. Et en même temps, est-ce que Emmanuel Mar aurait pu venir récupérer un prix du scénario pour ce film-là sans adresser une seule question politique dans son discours? Je pense que c'était pas possible. Je pense que la polémique qui serait sortie de ça aurait été gigantesque. Elle est un peu orientée, votre remarque. Oui, de fait, elle l'est. Mais de la même manière aussi, c'était discret. Il n'était pas obligé de le faire. Quand Xavier Dolan est venu remettre un prix, citer un poète palestinien, c'est fort de symbole. Ça veut dire quelque chose, effectivement. C'est les petits quelque chose comme ça qui font que la cérémonie, on le remarque. Moi, j'ai aimé la présence de Barbra Streisand. Ah non. Oui. Moi, je voudrais gros acte manqué de cette cérémonie de clôture, quand même. Je suis très déçu. Je voudrais faire une remarque. Qui est pas un reproche, parce que j'imagine que c'est très compliqué à mettre en place, j'imagine que tout le monde doit se prendre la tête pour faire du mieux possible, et puis que les équipes de France Télé, donc on peut signaler que c'est une Palme d'Or France Télé, hein, quand même. Ah oui. France Télé qui, après des mois à se faire pourrir par ce que la politique française propose de plus vichiste, vient de rappeler quand même quelle est son importance, ses effets, parce que est-ce que le film se fait sans France Télé? Je n'en sais rien, le fait est qu'il s'est fait grâce à France Télé, quand même. Ça n'est pas un film français, tourné en France, avec des acteurs français, des actrices françaises, par un cinéaste français, et voilà, c'est aussi ça l'importance du système français de production. C'est que ça va au-delà de nos horizons. Absolument. Moi, il y a juste une question que je me pose, parce que tu vois, autant la cérémonie d'ouverture, bon alors, t'as des stars, ça chante un peu, t'as des petits numéros, tu vois, t'as des biscuits, quoi, qu'après que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais pour regarder le truc et passer un bon moment. Je me dis, la cérémonie de clôture, ce sont des films dont pour certains on n'a pas encore la date de sortie, qui forcément ne disent rien au grand public. On est bien d'accord. Je me demande si dans une cérémonie de clôture comme ça, tu vois, plutôt que d'avoir des prix d'honneur qui font que Isabelle Huppert parle pendant 80 000 secondes sans cligner des yeux, est-ce qu'on pourrait pas avoir des extraits de ce film? Je suis bien. Est-ce que pour la première fois, on pourrait d'accord. aller montrer au public, tu vois, une scène, une bande-annonce, mais même de Brick and Brock, tu vois, Mais pour comme dire au aux gens, César, quoi, quand il y a pour donner la. envie, en fait. Ouais, pour donner envie. tu vois. Et encore une fois, je dis pas du tout ça comme oh là là, ils sont vraiment nuls, c'est vraiment pas mon état d'esprit. Mais tu vois, là, j'y pensais en voyant la cérémonie. Tu fais une remarque constructive. Exactement. Non, mais tu vois, je me disais, punaise, mais si on veut que les gens soient curieux du truc, mettez-moi un petit bout de fjord. Mais c'est moi. Tu le veux, Pourquoi tu veux manger les yaourts? Tu le veux. comprends pas. Un petit Non, mais bout tu de vois, fjord. la Bola Negra, par exemple, je pense que tu peux mettre des extraits de 40 secondes. De Thierry Beccaro. Évidemment. Oh. Tabouret, très bien. Par ailleurs. T-A-B-O-U-R-E-T. Par ailleurs, je suis d'accord avec Simon, effectivement, mais ça, de toute façon, c'est le problème identitaire du Festival de Cannes, c'est que c'est un festival qui est le plus grand festival de cinéma du monde et qui a envie d'être partout, dans les médias, sur Internet, en direct, et vas-y, contre-diffuse les tapis rouges sur YouTube en permanence et les confs de presse et machin. Mais attention, faut surtout pas que les gens voient les films. Faut surtout pas que le public ait accès aux films dont on parle. C'est quand même un paradoxe qu'à un moment il va falloir régler. Soit vous êtes un festival tourné vers le public et vous avez envie que les gens vous regardent et va falloir leur donner un peu un truc à manger. Soit vous assumez d'être un festival 100% dédié aux professionnels et dans ce cas-là on arrête les retransmissions télé pour le public et on fait un festival pour les pros. Mais faire les deux à la fois, c'est bizarre. Et parce qu'on n'allait pas. Tu voulais dire un mot? J'avais un mot de fin, si Vas-y, tu veux. je t'en prie. Moi, je voudrais souligner quelque chose parce que je vois beaucoup des gens sur les réseaux, à raison par ailleurs, s'extasier devant le palmarès du distributeur américain Neon qui chope toutes les palmes d'or depuis Parasite. C'est vrai, mais j'aimerais aussi souligner le pacte.
parce que le pacte distributeur créé en 2009 est quand même le distributeur de La Palme de 2016, de 2018, de 2023 et de 2024. Ça reste aussi quelque chose d'avoir en France un distributeur qui est capable de mettre en avant autant un Moi Daniel Blake qu'une Affaire de famille et une Anatomie d'une chute et Anora. Donc moi voilà, tout le monde s'extasie sur Neon et attention, à raison, ils ont le nez creux. Bon, ils achètent 5 films par an, mais là n'est pas le sujet. Par ailleurs, c'est aussi le pacte qui va distribuer La Bola Negra. Donc tu vois, regardons aussi ce qui se fait en France. Nos distributeurs ont du talent. Et Obsession, que vous pouvez toujours aller voir en salle. Oui, autre très bonne acquisition. Et parce que on est comme ça et qu'on n'allait pas vous quitter sans une annonce exclusive. Ah, Exclusive, puisque on sait déjà, d'ores et déjà, quel est le prochain film de Christian Mungiu, qu'il a révélé en exclusivité uniquement aux personnes accréditées à la Cringène de la Cringe Chic. Est-ce que c'est Activia ? Non. Non. Nous l'avons su également grâce à une fuite de son interprète principal avec qui nous entretenons des liens qu'on peut qualifier d'amicaux, puisque Virginie Efira sera l'héroïne de 4 jours, 3 nuits, 2h15. C'est un plan séquence de 2h40 où elle attend dans un couloir administratif de Bucarest pour un document qu'elle n'obtiendra jamais. Mungiu a précisé qu'il n'y avait ni intrigue, ni dialogue, ni résolution, seulement l'attente qui est notre condition à tous. Voilà, pendant 2h40, Virginie est assise, elle se lève une fois à 1h52 pour vérifier si c'est son tour. Ce n'est pas son tour, elle se rassoit. Cette scène a déjà été adressée par la critique roumaine comme le grand mouvement dramatique du film. C'est le seul. Virginie a confié que le tournage avait été une renaissance. À ce stade, on commence à s'inquiéter de ce qu'était sa vie avant, en fait. Voilà. Après, de ce que tu décris, un seul plan séquence où elle doit se lever une fois, le tournage n'a pas duré très longtemps, je pense. Ah non, mais si, parce que ça a été plié en 2 jours. Non, parce que ça a été répété. 11 fois. Une vraie chorégraphie. Et ils ont gardé uniquement la 12e. Et surtout, c'est un film qui a été fait en fait par photogramme. Ils ont pas filmé, ils ont pris des photos en fait. Donc 24 photos par seconde. C'est 9 ans de tournage. J'ai un peu hâte, j'ai l'impression de voir une interprétation En attendant Godot, mais dans l'administration à Bucarest. J'aimerais juste quand même enfoncer une porte ouverte sur Christian Mungiu avec toute la sympathie qu'il m'inspire. C'est un cinéaste qui est ouvertement catholique. Christian Mungiu, il s'en cache pas. Et je trouve que pour quelqu'un qui croit dans l'au-delà et dans l'hypothèse d'une meilleure vie au-delà de la mort, il a l'air vachement triste. Et donc peut-être un jour j'aurai l'opportunité de lui faire un câlin et de lui dire que ça va aller. Mais il avait l'air vachement triste. Voilà. Alors qu'il a 2 palmes d'or, quand même. Eh bien les amis, ça y est. C'est tout pour Cannes 2026. C'est fini, putain. C'est fini. On va pouvoir dormir 72 heures d'affilée. On se retrouve non pas pour toi. La semaine prochaine, oui. Oui, non, je me parle même pas pour moi, malheureusement. Oui, non, c'est vrai. On se retrouve non pas la semaine prochaine parce qu'on a besoin donc de 7 jours de sommeil en continu, mais dans 15 jours, notre prochain épisode, ce sera le 12 juin pour reprendre notre routine habituelle. N'oubliez pas que d'ici là, vous avez 15 jours pour voter pour le Grand Prix José Benazeraf, Monique Ranou, des Josiane de la Cringène. Référez-vous à l'épisode précédent du podcast pour avoir la liste des films que j'ai eu la chance de découvrir pendant cette compétition parallèle. Nous, on va aller se coucher. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais, les amis, gloire à Cannes, gloire à Cringène et gloire au dodo. Et gloire à nous, non? Et gloire à nous un peu. Et gloire à nous. Allez, merde. Gloire à nous. Gloire à Virginie. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13 minutes. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez-vous-en! Arrivederci e buon viaggio. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.